Dans les ruelles poussiéreuses de la ville d'Abeokuta, une femme nommée Nkem vivait avec ses 3 enfants. Son mari, Uchenna, l'avait abandonnée sans prévenir un matin, laissant derrière lui une lettre froissée et une pile de dettes. Il avait fui ses responsabilités, préférant chercher une vie facile ailleurs, sans se retourner, sans se soucier de ce qu'allait devenir sa famille. Ce jour-là, le monde de Nkem s'était écroulé. Elle avait regardé ses enfants dormir, leurs petits visages paisibles ignorant encore la tempête qui allait les engloutir. Elle avait pleuré en silence, ses larmes tombant sur les draps usés de leur matelas commun, mais dès le lever du soleil, elle s'était levée, déterminée à ne jamais abandonner. Elle n'avait aucun diplôme, aucune compétence particulière, mais elle avait sa foi, son courage, et surtout, l'amour infini qu'elle portait à ses enfants. Elle s'était mise à vendre du PAP dans les rues, dès 4 heures du matin, traînant sa vieille marmite sur un poêle à charbon. Elle arpentait les rues, appelant les passants avec sa voix éraillée, PAP chaud, PAP sucré. Parfois, elle gagnait à peine de quoi acheter du gari pour le soir. D'autres fois, elle rentrait sans rien, et alors, elle mentait à ses enfants, elle disait qu'elle avait déjà mangé dehors, qu'elle n'avait pas faim, pendant que son ventre criait famine. Son aîné, Obiora, avait alors 8 ans, sérieux et observateur. Il voyait les larmes que sa mère essuyait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Sa sœur, Amaka, n'avait que 6 ans, vive et bavarde, mais elle devenait silencieuse chaque fois que leur mère rentrait les bras vides. Le petit dernier, Ebuka, n'avait que 3 ans et passait ses journées accrochées au pagne de Nkem, la suivant partout où elle allait. Nkem refusait de demander l'aumône. Elle préférait laver les habits des voisins, frotter les sols, transporter des marchandises au marché plutôt que de tendre la main. Les gens la respectaient pour cela, même si certains la regardaient avec pitié. Elle n'avait pas de famille pour l'aider. Sa propre mère était morte jeune, et ses frères l'avaient reniée le jour où elle avait décidé d'épouser Uchenna contre leur avis. Isolée, elle n'avait que ses enfants comme raison de vivre. Les années passaient, et malgré les épreuves, elle réussissait à les garder à l'école, en vendant parfois ses propres vêtements, en se privant de tout. Quand Obiora tomba malade de la fièvre typhoïde à 12 ans, elle passa 3 jours et 3 nuits à l'hôpital, dormant sur le sol, priant chaque seconde, vendant sa chaîne héritée de sa mère pour payer les médicaments. Elle ne dormit pas, ne mangea pas, jusqu'à ce que son fils ouvre enfin les yeux. Elle cria de joie ce jour-là, comme si elle avait remporté 1 million. Les enfants grandissaient dans la pauvreté, mais aussi dans l'amour, le respect et la discipline. Nkem leur enseignait l'honnêteté, la prière, et le sens de la famille. Chaque soir, malgré la fatigue, elle s'asseyait avec eux pour réciter des versets, leur raconter des histoires pleines de sagesse, et leur rappeler que leur vie ne se résumerait pas à la souffrance. Elle leur disait souvent, « La misère est autour de nous, mais elle ne doit jamais entrer dans vos cœurs. » Parfois, elle rentrait du travail en boitant, après avoir marché sous le soleil brûlant d'Abeokuta toute la journée, mais elle souriait encore, elle chantait même parfois, pour ne pas laisser ses enfants sombrer dans la tristesse. Une nuit, Amaka l'avait surprise en train de pleurer dans la cour, assise sur un tabouret, les yeux tournés vers le ciel. Elle s'était approchée doucement et lui avait demandé, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Nkem avait simplement répondu, « Je pleure de fatigue, ma fille, pas de tristesse. Tu verras, un jour, Dieu nous sourira. » Ce jour-là, Amaka avait juré intérieurement qu'elle rendrait sa mère fière. L'école était un défi quotidien. Les enfants allaient souvent pieds nus, leurs cahiers étaient partagés, les stylos étaient usés, mais ils étaient toujours premiers de leur classe. Obiora passait des heures à lire des livres empruntés, Amaka aidait sa mère au marché après les cours, et Ebuka, encore petit, montrait déjà des signes d'intelligence rares. Un jour, alors qu'il n'avait que 7 ans, il avait aidé un client à faire des calculs complexes au marché, et tout le monde l'avait applaudi. Nkem avait souri fièrement, et son cœur s'était rempli d'espoir. Malgré la faim, malgré les moqueries d'enfants mieux habillés, malgré les jours sans électricité ni eau potable, il persévérait. Nkem ne se plaignait jamais. Même quand ses mains se couvraient de plaies à force de lessiver, même quand sa voix s'éteignait après des jours de vente sans repos, elle continuait. Elle croyait fermement que Dieu voyait ses efforts et qu'un jour, ses enfants la béniraient. Mais personne ne le croyait dans le quartier. Certains disaient qu'elle rêvait trop, que ses enfants finiraient comme elle.
D'autres lui proposaient de confier ses filles à des familles riches, ou de marier Amaka jeune pour alléger le fardeau. Elle avait toujours refusé. Elle disait, « Mes enfants sont ma richesse. Je ne les vendrai jamais. » Un jour, une voisine lui avait dit, « Tu perds ton temps, regarde-toi, tu vieillis, tu n'as rien. » Et Nkem avait répondu calmement, « J'ai mes enfants, j'ai la paix, et j'ai l'espoir. C'est tout ce qu'il me faut. » Personne ne comprenait cette force intérieure qu'elle avait. Elle avançait dans la vie comme une guerrière silencieuse, battant chaque jour contre la faim, la solitude et la fatigue. Mais elle ne reculait jamais. Et ses enfants voyaient tout cela. Ils retenaient chaque détail. Chaque sacrifice. Chaque larme cachée. Chaque sourire forcé. Et sans qu'elle ne le sache, ils préparaient quelque chose. Quelque chose de grand. Mais ce n'était pas encore le moment. Pour l'instant, Nkem se contentait de prier chaque matin, de se battre chaque jour, et de dormir chaque nuit en tenant la main de ses enfants. Elle ne savait pas encore que les graines qu'elle avait plantées dans la douleur allaient bientôt fleurir. Les années passaient et les enfants de Nkem grandissaient dans un monde qui ne leur faisait aucun cadeau. Leur vie n'était qu'une succession de défis et de renoncements. Pourtant, ils n'avaient jamais oublié les sacrifices de leur mère. Obiora, l'aîné, entrait au lycée grâce à une bourse qu'il avait obtenue après avoir été premier de sa classe pendant 4 années consécutives. Il marchait chaque jour plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre l'école, portant un sac usé rempli de livres empruntés à droite et à gauche. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Dans le quartier, on le surnommait le professeur silencieux. Il passait ses nuits à lire sous la lumière d'une lampe à pétrole, souvent interrompu par les ronflements de son petit frère ou les quintes de toux de sa mère, mais il ne se plaignait jamais. Amaka, elle, aidait leur mère chaque matin au marché avant d'aller à l'école. Elle transportait des bassines d'eau sur sa tête, vendait des beignets, et courait ensuite en uniforme à peine propre pour rejoindre les cours. Malgré la fatigue, elle souriait toujours. C'était elle qui chantait le plus à la maison, inventant des chansons pour faire rire Ebuka quand il pleurait ou pour encourager leur mère quand elle tombait d'épuisement. À l'école, ses professeurs l'adoraient. Elle avait une façon unique de parler, une intelligence vive, et une mémoire redoutable. Mais elle n'avait aucun cahier à elle, alors elle écrivait sur des feuilles volantes qu'elle gardait soigneusement dans un sac plastique. Ebuka, le plus jeune, observait tout. Il comprenait plus qu'il ne disait. À 8 ans, il aidait déjà les clients du marché à porter leurs achats pour quelques pièces, qu'il remettait à sa mère sans jamais rien garder pour lui. Il posait des questions sur tout, voulait comprendre pourquoi le ciel changeait de couleur, pourquoi certains enfants mangeaient 3 fois par jour et d'autres non. Il avait ce regard curieux, parfois trop mature pour son âge, qui inquiétait parfois Nkem. Elle se demandait si ses enfants n'allaient pas se briser à force de porter trop de responsabilités trop tôt. Pourtant, chaque soir, elle les regardait dormir côte à côte sur le vieux matelas et elle priait longuement, demandant à Dieu de leur ouvrir les portes que la société leur fermait. Un jour, Obiora rentra de l'école avec une lettre dans la main. Il avait été sélectionné pour représenter l'État dans une compétition nationale de mathématiques. Nkem n'avait pas d'argent pour l'envoyer à Lagos où devait se tenir la compétition. Pendant 2 jours, elle courut partout, supplia des commerçants, lava des habits, vendit ses dernières provisions, et finalement, réussit à réunir juste assez pour le transport et l'hébergement. Obiora partit, le cœur plein d'émotions. À son retour, il était devenu un héros. Il avait remporté la première place. Le gouverneur lui remit un prix devant les caméras, et son nom fut publié dans les journaux. Le quartier entier célébra cet exploit, mais Nkem, elle, pleura en silence. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une reconnaissance. Une première lumière dans leur nuit longue et froide. Grâce à ce prix, Obiora reçut une bourse complète pour continuer ses études dans une école privée. Il ne dormait plus sur le sol, mais dans un dortoir avec un vrai lit, un bureau et de la lumière chaque nuit. Pourtant, chaque week-end, il rentrait au quartier, aidait sa mère, révisait avec Amaka et Ebuka, et n'oubliait jamais de l'embrasser avant de dormir. Amaka, de son côté, commençait à attirer l'attention de ses professeurs qui la voyaient comme une future leader. Elle intégra un groupe d'élèves brillants, participa à des concours d'art oratoire, et gagna plusieurs prix. Chaque fois, elle ramenait les trophées à la maison,
les plaçait à côté de la vieille Bible de sa mère, et disait « Maman, tout ça, c'est pour toi. » Nkem les regardait avec fierté, mais aussi avec une crainte cachée. Elle savait que la pauvreté pouvait parfois voler les rêves les plus purs. Elle redoublait alors d'efforts, se battant pour que rien ne manque, même le strict minimum. Elle refusa plusieurs fois les propositions de mariage de commerçants aisés du marché, des hommes qui voulaient l'épouser pour l'assujettir. Elle disait toujours « Mes enfants sont mon futur. Je ne veux pas d'un mari qui viendra diviser ce que nous avons construit ensemble. » Les années s'écoulèrent. Obiora termina le lycée avec la meilleure moyenne de tout l'État. Il fut accepté à l'université d'Ibadan pour étudier la médecine, encore une fois grâce à une bourse. Mais il avait besoin de provisions, de vêtements, de livres. Nkem vendit sa machine à coudre, ses ustensiles de cuisine, ses derniers bijoux. Elle ne garda que le strict minimum, convaincue qu'avec un fils médecin, l'avenir allait changer. Amaka poursuivait aussi sa route. Elle réussit l'examen national et entra dans une université publique pour étudier le droit. Elle devint la voix de ceux que personne n'écoutait. Elle dénonçait les injustices, écrivait des articles dans les journaux de l'école, et se battait contre le harcèlement et la corruption. Ebuka, lui, restait à la maison avec leur mère, mais il brillait dans ses études. Il sautait des classes, impressionnait ses professeurs, et rêvait de devenir ingénieur. Il disait souvent, « Je vais construire une grande maison pour maman. Une maison où elle ne portera plus jamais d'eau sur sa tête. » Nkem riait, mais au fond d'elle, elle espérait. Elle ne disait rien, mais elle rêvait aussi. De fenêtres ouvertes sur un jardin fleuri, d'un lit moelleux, d'une maison où l'on n'entendait plus le bruit de la misère. Mais elle n'osait pas en parler. Elle continuait à se battre chaque jour, sans se plaindre, même quand la vieillesse commençait à peser sur ses épaules. Elle avait des douleurs aux genoux, des maux de dos, des vertiges fréquents, mais elle refusait de se reposer. Elle disait, « Je me reposerai quand mes enfants auront atteint leur sommet. » Et ses enfants avançaient, lentement mais sûrement. Aucun d'eux ne fléchissait. Aucun n'oubliait d'où ils venaient. Ils travaillaient dur, souvent à l'extrême. Obiora enchaînait les nuits de garde à l'hôpital universitaire. Amaka donnait des cours à des enfants pauvres pour gagner de quoi se nourrir. Ebuka passait ses week-ends à aider les anciens du quartier avec leurs corvées, en échange de vieux livres ou de conseils. Chaque fois qu'ils gagnaient quelque chose, ils l'envoyaient à leur mère. Parfois, c'était une petite somme. D'autres fois, c'était un vêtement, une couverture, une paire de chaussures. Et chaque fois, Nkem les bénissait longuement, en larmes. Dans son cœur, elle savait que Dieu préparait quelque chose. Elle ignorait quoi, mais elle sentait que la récompense était proche. Elle continuait à prier chaque matin, à jeûner chaque semaine, et à remercier même quand elle n'avait rien à manger. Les voisins la respectaient, certains l'admiraient en secret, d'autres regrettaient de l'avoir méprisée. Mais elle restait humble, discrète, concentrée sur l'essentiel, ses enfants. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en secret, il préparait un plan. Un plan qu'il gardait caché depuis des mois. Un projet fou, ambitieux, rempli d'amour et de reconnaissance. Une promesse silencieuse qu'il s'était faite un jour, assis dans la cour poussiéreuse, les ventres vides, les cœurs lourds, les yeux tournés vers le ciel. Un jour, nous rendrons à maman tout ce qu'elle a perdu. Et ce jour-là, elle ne portera plus jamais de fardeau. Ce jour-là, elle connaîtra enfin le repos. Ce jour-là approchait. Plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le jour où Obiora fut officiellement diplômée en médecine fut un jour que Nkem ne pouvait oublier. Elle avait marché pendant 2 heures pour arriver à l'université, portant une robe simple mais propre, ses cheveux attachés soigneusement en arrière, ses sandales poussiéreuses mais bien nettoyées. Lorsqu'elle aperçut son fils sur scène, dans sa toge et son chapeau, recevant son parchemin, elle ne put retenir ses larmes. Elle se souvenait de toutes les nuits sans nourriture, des fois où elle avait prié en tremblant de peur pour sa santé, des jours de marcher sans aucune vente, des humiliations supportées en silence. Et maintenant, devant toute une foule, on appelait son fils Docteur Obiora. Il s'avança vers elle, la main tremblante, posa son certificat sur ses genoux et murmura, « C'est à toi, maman. » Elle fondit en larmes, tenant ce morceau de papier comme si c'était un trésor tombé du ciel. Les gens autour d'eux les regardaient, certains émus, d'autres surpris,
mais pour elle, plus rien n'existait que ce moment. Obiora trouva rapidement du travail dans un hôpital public de Lagos. Il dormait dans une chambre modeste qu'il partageait avec un collègue, mangeait peu, économisait chaque kobo, car dans sa tête, un projet se formait. Amaka, de son côté, terminait son master en droit. Elle était devenue une figure respectée dans son université, connue pour ses discours puissants et son engagement pour les droits des plus démunis. Elle refusait les propositions de cabinet pour mieux travailler dans des ING, convaincue qu'elle devait d'abord aider ceux qui, comme elle autrefois, n'avaient aucune voix. Elle vivait dans une petite pièce à Abuja, partagée avec 2 autres jeunes femmes, mais elle se levait chaque jour avec une seule pensée: un jour, je donnerai à maman tout ce qu'elle mérite. Ebuka, quant à lui, venait d'être accepté à l'université pour étudier le génie civil. Il avait obtenu la première place nationale à un concours de mathématiques, ce qui lui avait valu une bourse privée complète. Il pleura en apprenant la nouvelle, non pas pour lui, mais parce qu'il savait que sa mère n'aurait plus à s'inquiéter pour ses frais de scolarité. Il courut jusqu'au marché ce jour-là, la trouva en train de vendre des feuilles d'ubu, et s'agenouilla devant elle pour lui annoncer la nouvelle. Les passants s'arrêtèrent, curieux, et quand elle réalisa ce que cela signifiait, elle leva les mains au ciel et cria: « Dieu est fidèle !» Les gens l'applaudirent, certains pleurèrent, et une vieille femme du quartier lui dit: « Tu es bénie, Nkem, tes larmes ont nourri des graines de diamant. » Pendant tout ce temps, aucun des enfants ne dépensait pour eux-mêmes. Chaque kobo économisé allait dans un compte commun qu'ils avaient ouvert en cachette. Chaque fois qu'un d'eux gagnait de l'argent, ils contribuaient à ce fonds secret qu'ils appelaient entre eux « le rêve de maman ». Ils faisaient des plans, dessinaient des idées, échangeaient des messages la nuit sur leurs projets, tout en jurant de ne rien dire à leur mère jusqu'au jour parfait. Le premier salaire d'Obiora alla entièrement dans ce fonds. Il se contenta de manger du pain sec pendant des semaines. Amaka donna une partie de l'argent qu'elle recevait pour ses prestations juridiques et ses articles. Ebuka vendait parfois ses vieux habits pour ajouter quelques naira au compte. Ils travaillaient tous en silence, ne parlant de leurs plans qu'entre eux, et quand leur mère s'inquiétait de les voir trop économes ou trop silencieux, ils lui répondaient toujours: « On va bien, maman, tout ira bien. » Un jour, Obiora appela ses 2 cadets en vidéoconférence. Il leur dit: « C'est le moment. » Ils avaient économisé pendant 3 ans, sacrifiant tout, repoussant leurs plaisirs, refusant les distractions. Ils prirent contact avec un architecte, un entrepreneur et un avocat. Ils trouvèrent un terrain non loin du centre-ville, dans une zone calme, sécurisée, entourée d'arbres et d'espaces verts. C'était cher, mais ils savaient que leur mère le méritait. Ils commencèrent la construction d'une maison. Pas une grande villa ostentatoire, non. Mais une belle maison à un étage, avec 3 chambres spacieuses, un salon lumineux, une cuisine moderne, une bibliothèque, un jardin fleuri, et surtout, une véranda où leur mère pourrait s'asseoir chaque matin pour lire sa Bible et écouter le chant des oiseaux. Ils veillèrent à chaque détail. La chambre de Nkem fut conçue avec un lit spécial pour soulager ses douleurs lombaires. La cuisine était équipée pour qu'elle ne se fatigue plus à cuisiner debout trop longtemps. La salle de bain avait une eau chaude automatique. Amaka insista pour que chaque pièce ait une touche personnelle, des cadres avec des photos de petits, des citations inspirantes, et un mur entier dans le salon avec cette phrase en lettres dorées: « Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. » Pendant que la maison se construisait, ils achetèrent aussi de nouveaux vêtements pour elle, des chaussures confortables, des produits de soins, et même un fauteuil de massage. Ils contactèrent un chauffeur privé, trouvèrent une voiture simple mais fiable, et lui écrivirent une lettre commune où chacun racontait son souvenir le plus marquant avec elle. Lorsqu'ils apprirent que la maison serait prête à la fin de l'année, ils décidèrent d'organiser une fête surprise. Obiora prit des congés, Amaka fit de même, et Ebuka termina ses examens plus tôt. Ils contactèrent des anciens voisins, des professeurs, des amis du quartier, même l'ancien pasteur de leur enfance. Tout le monde accepta de venir. Certains dirent: « On ne peut pas manquer ça, cette femme mérite tout. » Pendant tout ce temps, Nkem ne se doutait de rien. Elle continuait à vendre un peu au marché, bien que ses forces déclinaient. Elle avait maigri, ses jambes la faisaient souffrir, mais elle tenait bon. Elle disait souvent: « Je veux juste voir mes enfants s'épanouir, après je peux mourir en paix. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses enfants avaient préparé pour elle bien plus que ce qu'elle avait jamais osé imaginer. La veille du jour prévu,
ils vinrent la chercher. Ils lui dirent simplement, « Maman, on va quelque part ensemble. » Elle protesta un peu, demanda si elle devait porter ses habits du dimanche, ils sourirent et dirent, « Habille-toi comme une reine, parce que tu es la nôtre. » Elle ne comprenait pas. Mais elle obéit. Quand ils arrivèrent devant la maison, elle ne comprit toujours pas. Elle croyait qu'ils allaient visiter un ami, ou assister à une réunion. Ce n'est qu'en voyant les ballons, les gens rassemblés, les chants, et surtout, cette grande banderole sur laquelle il était écrit « Bienvenue chez toi, maman », qu'elle comprit. Elle resta figée. Les jambes tremblantes. Le cœur battant. Les larmes jaillirent avant même qu'elle ne prononce un mot. Elle regarda ses enfants, tous debout, souriant, les bras ouverts, et elle tomba à genoux, les mains sur le visage. Tout le monde pleurait. Le pasteur pria. Une chorale chanta un cantique qu'elle aimait tant. Elle fut conduite à l'intérieur, chaque pièce révélant un détail pensé avec amour. Elle toucha les murs, marcha lentement, ouvrit les portes, s'arrêta devant chaque photo. Quand elle entra dans sa chambre, elle s'écroula sur le lit, sanglotant comme une enfant. Obiora s'approcha et lui dit doucement, « Tu n'as plus à te battre, maman. » Amaka ajouta, « Tout ça, c'est parce que tu n'as jamais cessé de croire en nous. » Ebuka, les larmes aux yeux, chuchota, « Tu es notre trésor. » Ce jour-là, la maison vibrait d'émotion. Les voisins qui l'avaient connue vendant du PAP en haillons étaient là, émus, certains en pleurs. Les anciens professeurs racontaient comment elle venait aux réunions sans jamais se plaindre. Les enfants du quartier dansaient. Des femmes chantèrent en son honneur. Et elle, Nkem, restait là, submergée. Elle n'arrivait pas à croire que tout ça était réel. Elle touchait les objets, les meubles, les fleurs, comme si elle craignait de se réveiller. Ce soir-là, elle dormit pour la première fois dans un lit neuf, dans une maison calme, propre, spacieuse, entourée de ses enfants. Elle pleura encore, mais c'étaient des larmes de paix. Elle murmura une prière de gratitude et regarda ses enfants, endormis sur les fauteuils du salon, comme autrefois dans leur petite maison, mais cette fois, comblés, debout, prêts à la porter à leur tour. Le rêve de Nkem était devenu réalité. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux légers de sa nouvelle chambre, Nkem ouvrit les yeux lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse. Elle resta allongée, écoutant le silence, un silence paisible et doux, loin du vacarme des vendeurs de rue, des cris d'enfants et des klaxons habituels de son ancien quartier. Pendant quelques secondes, elle pensa qu'elle rêvait encore. Ce n'est qu'en posant la main sur le drap soyeux, en sentant la texture fine sous ses doigts fatigués, qu'elle réalisa que ce n'était pas un rêve. Elle se redressa, regarda autour d'elle, les murs peints avec goût, les rideaux couleur ivoire, les cadres accrochés avec soin, les fleurs fraîches sur la table de chevet, et enfin, la grande photo de famille accrochée face au lit avec ces mots gravés dessous, pour la meilleure mère du monde. Les larmes lui montèrent aux yeux, douces et silencieuses, cette fois sans douleur. Elle se leva, pieds nus, marcha doucement dans la chambre, ouvrit la porte qui menait au salon et découvrit ses 3 enfants assis à la table, souriant, l'attendant avec du thé chaud, du pain frais et des fruits. Elle s'avança lentement, les regarda un à un, puis dit simplement, « Je ne mérite pas tout ça. » Mais ils protestèrent en chœur, posant leurs mains sur les siennes, lui rappelant chaque moment, chaque nuit sans sommeil, chaque jour de souffrance, chaque parole d'encouragement qu'elle leur avait donnée quand ils n'avaient rien. Ils lui dirent qu'elle méritait tout et bien plus encore. Pendant plusieurs jours, Nkem resta dans cette maison comme une enfant découvrant un nouveau monde. Elle apprit à utiliser le four moderne, s'émerveilla devant l'eau chaude qui coulait du robinet, s'installa chaque matin sur la véranda avec sa Bible, savourant le chant des oiseaux et l'odeur du jardin soigneusement entretenu. Ses enfants prenaient soin d'elle comme elle l'avait fait pendant des années. Obiora s'assurait qu'elle prenne ses médicaments, Amaka vérifiait ses rendez-vous médicaux, et Buka préparait parfois des plats qu'elle aimait en secret. Tous les 3, unis comme toujours, vivaient sous le même toit avec elle, au moins pour un temps, pour savourer ses retrouvailles, pour remplir la maison de rires, de discussions tard le soir, de souvenirs partagés. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient décidé de faire encore plus. Ils organisèrent une grande fête, cette fois publique, dans une salle de réception louée non loin de la maison. Ils invitèrent tous ceux qui avaient connu leur mère à différentes étapes de sa vie, des voisins de leur ancien quartier, des anciens clients du marché,
des professeurs, des amis de longue date, même ceux qui l'avaient autrefois méprisé. Ce jour-là, la salle était pleine à craquer. Des femmes en tenues traditionnelles éclatantes, des hommes en boubous soigneusement repassés, des enfants courant partout, des musiciens jouant des mélodies joyeuses. Au centre, Tronenkem, habillée d'un magnifique rapper violet et or, une coiffe royale sur la tête, assise sur un fauteuil décoré comme un trône. Elle avait du mal à croire que toutes ces personnes étaient venues pour elle. Le maître de cérémonie raconta son histoire, depuis les jours de pauvreté jusqu'à cette consécration. Les invités versaient des larmes, certains se levaient pour raconter un souvenir avec elle, d'autres s'excusaient pour ne pas avoir vu sa valeur à l'époque. Un professeur raconta comment Nkem était venu à l'école sous la pluie, trempé, pour demander une seconde chance pour son fils. Une voisine raconta comment elle l'avait vu donner son dernier morceau de pain à un enfant inconnu. Le pasteur, la voix tremblante, dit qu'il avait toujours su que Dieu honorerait cette femme d'exception. Puis, l'un après l'autre, ses enfants prirent la parole. Obiora parla de ses nuits d'angoisse à l'université, et de la voix de sa mère dans sa tête qui lui disait de ne jamais abandonner. Amaka raconta comment elle avait appris à aimer la justice en observant sa mère se battre sans jamais tricher. Ebuka termina en disant que tout ce qu'il savait, il l'avait appris en regardant sa mère se lever chaque matin, même quand elle n'avait plus de force. Chaque parole toucha le cœur de l'auditoire. À la fin, ils dévoilèrent un cadeau spécial, une fondation créée au nom de leur mère, destinée à aider les veuves et les mères célibataires à accéder à des formations, à des microcrédits, et à un soutien émotionnel. Ils avaient investi une bonne partie de leurs économies dans ce projet, convaincus que la meilleure manière de l'honorer était de prolonger son œuvre à travers d'autres femmes. Lorsqu'Nkem vit le logo de la fondation, une silhouette de femme tenant 3 enfants par la main, elle s'écroula de nouveau en larmes. Elle n'arrivait pas à croire qu'un simple PAP vendu au marché, des habits lavés au fil des ans, des prières murmurées dans l'obscurité, pouvaient mener à une telle grandeur. Ce soir-là, elle dansa. Pour la première fois depuis des décennies, elle dansa comme une jeune fille, entourée de ses enfants, de la musique, des rires, de l'amour. Les gens prirent des photos, chantèrent son nom, certains l'appelèrent Reine-Mère. Mais elle, humble comme toujours, levait les mains vers le ciel, répétant encore et encore, toute la gloire à Dieu. À leur retour à la maison, elle demanda un moment seule dans sa chambre. Elle s'agenouilla, toucha le sol de ses 2 mains, et pria longtemps. Une prière silencieuse, profonde, remplie de gratitude. Puis elle s'allongea sur son lit, le cœur en paix, le corps détendu. Elle se disait que même si la mort venait cette nuit, elle partirait heureuse, comblée, sereine. Mais la vie venait à peine de lui offrir un nouveau départ. Les jours suivants furent remplis de bénédictions. Des gens venaient frapper à la porte pour la féliciter, des journalistes demandaient des interviews, des ONG proposaient des partenariats avec la fondation. Nkem restait simple, refusa de parler devant les caméras, disant toujours « Ce sont mes enfants, ce sont eux les héros ». Elle se consacra à la fondation, allait à des réunions, encourageait des femmes, racontait son parcours sans jamais se vanter. Et chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait fait pour réussir malgré tout, elle répondait doucement « J'ai cru. J'ai cru en Dieu, et j'ai cru en mes enfants ». Cette phrase devint célèbre dans tout le quartier, puis dans la ville. Un jour, un journaliste écrivit un article intitulé « La mère qui a tout donné ». On y racontait en détail son parcours, les sacrifices, les humiliations, les victoires. L'article fit le tour des réseaux sociaux, et bientôt, des dons affluèrent pour la fondation. Une compagnie d'assurance offrit de couvrir tous les frais médicaux de Nkem à vie. Un promoteur proposa de construire un centre pour femmes en détresse à son nom. Mais ce qu'elle chérissait le plus, ce n'était pas les honneurs. C'était de s'asseoir chaque soir sur la véranda, entourée du rire de ses enfants, sentant l'odeur des plats cuisinés, écoutant les histoires de leur journée, les regardant comme elle les avait toujours vus, comme des miracles. Et elle se disait que tout cela en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque humiliation, chaque nuit d'insomnie avait préparé le terrain pour cette moisson d'amour. Ce n'était plus seulement une mère qui avait élevé ses enfants dans la pauvreté. C'était une femme dont l'histoire avait inspiré des centaines, une lumière pour d'autres familles brisées, un symbole vivant que l'amour, le travail et la foi pouvaient tout surmonter. Et au fond de son cœur, elle murmurait chaque soir en regardant le ciel, « Merci. » Simplement,
merci. Quelques mois plus tard, alors que la saison sèche débutait doucement et que les arbres du jardin perdaient lentement leurs fleurs rouges et jaunes, Nkem s'éveilla un matin avec une sensation étrange dans la poitrine. Non pas une douleur, mais une paix si profonde qu'elle en fut bouleversée. Elle resta allongée un long moment, observant les rideaux danser lentement sous l'effet du vent, écoutant le chant des oiseaux familiers qui venaient chaque matin lui tenir compagnie. Ce jour-là, elle sentit dans ses os que quelque chose avait changé, comme si la vie lui soufflait doucement que l'essentiel avait été accompli. Elle se leva, s'habilla avec soin, choisissant un pagne doux et coloré, peigna ses cheveux avec attention, appliqua un peu d'huile parfumée sur ses poignets, puis s'assit sur la véranda, un sourire paisible sur les lèvres. Ses enfants dormaient encore. Elle regarda les plantes qu'elle avait arrosées chaque matin depuis son arrivée, leur parla doucement, comme elle le faisait toujours, les remerciant pour leur silence apaisant. Quand Obiora se réveilla et la trouva ainsi, il s'assit à ses côtés, lui prit la main sans rien dire. Ils restèrent longtemps en silence, leur cœur lié par un amour trop profond pour avoir besoin de mots. Plus tard dans la journée, Amaka revint d'une réunion pour la fondation avec un dossier plein de nouveaux projets. Elle entra dans la maison, toute excitée, et s'écria « Maman, on va ouvrir une deuxième branche de la fondation à Port Harcourt. » Mais en voyant le visage calme de Nkem, elle s'approcha lentement, posa ses documents sur la table, et s'assit à ses pieds comme lorsqu'elle était enfant. Nkem posa la main sur sa tête, la caressa doucement, et murmura « Je suis fière de toi, ma fille, plus que tu ne pourras jamais comprendre. » Ebuka arriva en courant en fin d'après-midi, tout heureux de montrer à sa mère les plans d'un projet d'ingénierie auquel il venait de participer avec une grande entreprise. Il avait l'air si jeune, si fort, si rempli d'avenir que Nkem sentit ses yeux se remplir de larmes sans qu'elle le veuille. Elle l'embrassa sur le front, le serra fort contre elle, et lui dit « Tu es un homme maintenant, mais tu resteras toujours mon petit garçon. » Ils dînèrent tous ensemble ce soir-là, autour d'un bon repas préparé avec soin par Amaka. Ils rirent, racontèrent des souvenirs, parlèrent de leur enfance, des moments les plus durs qu'ils avaient traversés. À un moment, Obiora se leva son verre et dit « À notre mère, la plus courageuse, la plus forte, la plus belle. » Ils trinquèrent tous, et Nkem rit, ce rire doux qui réchauffait les cœurs. Avant d'aller dormir, elle s'arrêta un instant devant le grand miroir du salon, regarda son reflet, et dit doucement « Dieu, je te rends tout. Tu m'as donné au-delà de ce que je pouvais imaginer. » Puis elle monta lentement les marches vers sa chambre, s'allongea sur son lit, s'enveloppa dans sa couverture préférée, et ferma les yeux. Cette nuit-là, Nkem rêva. Elle se revit jeune, courant avec ses enfants dans les ruelles poussiéreuses, les portant sur son dos, chantant malgré la faim. Elle se revit priant sous la pluie, dormant à même le sol, tenant ses enfants contre elle quand la peur frappait à leur porte. Puis le rêve changea. Elle se vit dans un jardin lumineux, marchant sans douleur, vêtue de blanc, entourée d'une lumière paisible. Une voix douce lui dit « Tu as accompli ta mission. » Au matin, quand le soleil se leva, la maison était silencieuse. Obiora fut le premier à frapper à sa porte, comme à son habitude. Pas de réponse. Il entra doucement, la trouva allongée paisiblement, les mains croisées sur son ventre, un sourire sur les lèvres. Il comprit immédiatement. Il s'agenouilla, prit sa main, et pleura doucement. Amaka accourut, suivie d'Ebuka. En la voyant, ils restèrent figés, submergés par l'émotion. Ils pleurèrent longtemps, sans bruit, chacun serrant l'autre, comme pour ne pas s'effondrer. Mais malgré la douleur, ils savaient. Ils savaient que leur mère était partie en paix, entourée d'amour, honorée, comblée. Les jours suivants furent remplis de visites, d'hommages, de chants. Des centaines de personnes vinrent lui rendre hommage. On célébra sa vie, on raconta son histoire dans les journaux, à la radio, même à la télévision. Son portrait fut affiché à l'entrée de la fondation, accompagné de cette phrase « Une mère, une guerrière, une reine ». Ses enfants organisèrent une cérémonie simple, mais digne, avec des chants, des prières, et des témoignages. Ils parlèrent d'elle avec amour, sans tristesse, répétant qu'elle avait gagné son repos. La fondation poursuivit ses actions avec plus de force encore. De nouveaux centres furent ouverts dans plusieurs États. Des centaines de femmes furent aidées, inspirées, sauvées.
Et à chaque inauguration, on racontait l'histoire de Nkem, la mère qui n'avait rien mais qui avait tout donné, celle qui avait semé l'amour dans les terres les plus arides et récolté une moisson de gloire. Les années passèrent, mais sa mémoire ne s'effaça jamais. Ses enfants, devenus des figures respectées dans leur domaine, évoquaient toujours leur mère dans leurs discours. Obiora devint un médecin reconnu, ouvrant une clinique gratuite dans son quartier d'enfance. Amaka devint une avocate influente, défendant les droits des femmes et des enfants dans tout le pays. Ebuka fonda une entreprise de construction éthique et durable, employant des jeunes de quartiers défavorisés. Et dans chacun de leurs bureaux, il y avait une photo de leur mère, entourée d'eux, souriante, rayonnante. Elles vivaient dans leurs gestes, dans leurs choix, dans leur réussite. Et chaque année, à la date de son départ, il se retrouvait dans la maison qu'il lui avait construite. Il nettoyait le jardin, réparait les petites choses, s'asseyait sur la véranda, buvait du thé, et parlait d'elle comme si elle allait sortir d'un moment à l'autre. Car dans leur cœur, elle n'était jamais partie. Elle était la racine de tout. L'âme de leur histoire. Et dans chaque femme qu'ils aidaient, dans chaque enfant qu'ils sauvaient, dans chaque vie qu'ils touchaient, c'était Nkem qui continuait d'exister, lumineuse, éternelle. Car une mère qui aime comme elle ne meurt jamais vraiment. Elle devient un feu sacré qu'aucun vent ne peut éteindre. Si cette histoire vous a touché, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Activez la cloche de notification, laissez un commentaire pour partager ce que vous en avez pensé, et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons vivre la mémoire de nos mères africaines et célébrons leur force, leur courage et leur amour inconditionnel. À très bientôt sur cette chaîne.